NFT Business, c'est le podcast qui parle de tout l'écosystème Web3. Aujourd'hui, nous abordons des sujets comme la finance décentralisée, les métaverses, les NFT, la tokenisation, la blockchain évidemment. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour parler investissement en Bitcoin, investissement quasi invisible. Nous enregistrons ce podcast car la connaissance, c'est le nouvel or et la connaissance qui n'est pas partagée, c'est de l'or qui se transforme en plomb. Je suis Claudia Lemain et je présente ce podcast avec Benjamin Boutinspark. Et aujourd'hui, nous recevons Alexandre Roubaud qui est cofondateur de Bitstack. Alors Bitstack, c'est une application mobile sur le téléphone bien sûr qui permet d'épargner en Bitcoin sans aucun effort via l'arrondi automatique. Alors l'idée c'est quoi? C'est de connecter son compte bancaire à l'application Bitstack et puis ton application, Alexandre, va automatiquement convertir et arrondir la somme qu'on dépense quotidiennement au supermarché ou dans n'importe quel magasin. Vous prenez l'arrondi supérieur et la partie supérieure, la petite monnaie, comme on dit, cette petite monnaie est transformée automatiquement en Bitcoin. Donc c'est une façon très souple, très, très tranquille finalement d'investir en Bitcoin. Alors moi, je tenais beaucoup à cet enregistrement parce que je suis cliente chez Bitstack et je dois dire que je suis une de vos meilleures ambassadrices puisqu'en fait, je trouve que c'est un moyen assez pratique, assez léger, assez fluide d'aller chercher les gens qui ne sont pas du tout dans le Web3, pas du tout dans la crypto, qui ont même voire un peu peur, qui se disent mais bon, c'est quoi cette pyramide de Ponzi, et de les amener en leur disant vous savez quoi, prenez cette application. Vous paramétrez votre compte avec votre carte bancaire, vous faites ça pendant quelques semaines et puis si ça vous fait peur, vous pouvez arrêter. Et en général, les gens n'arrêtent pas. Donc, Alexandre, merci beaucoup d'être parmi nous. Merci d'ailleurs pour cette belle solution. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots, effectivement, ce que c'est Bitstack ? Bien sûr, et merci à vous pour l'invitation. Donc Bitstack, pour réexpliquer à ceux qui connaissent peut-être pas, c'est la première application en France qui, justement, comme on l'a évoqué, permet d'arrondir ses dépenses du quotidien à l'euro supérieur et investir automatiquement la petite monnaie. Donc l'idée pour nous, c'était de créer une solution d'épargne complètement indolore pour justement aller chercher cette cible de crypto-curieux. Nous, on aime bien les appeler les crypto-curieux puisque c'est des personnes qui ont entendu maintenant parler du Bitcoin depuis quelques années, on en a entendu dans les médias, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Et on a identifié toute une cible de personnes en fait qui voulaient faire le premier pas, mais pour qui il y avait toute une multitude de barrières à l'entrée sur quel est l'actif quel est le crypto-actif que je dois acheter, quel est le meilleur moment pour investir dans le Bitcoin, comment je fais, etc. Et donc nous on a voulu créer une solution qui est extrêmement simple, ludique, qui est accessible à tous. Et cette façon-là d'entrer dans le marché était pour nous de créer cette solution d'arrondi automatique, mais pas que, et on en parlera, c'est la façon pour démarrer de manière très simple. Mais on peut ensuite, avec l'application, faire bien plus. Ok, donc je traduis l'arrondissement à l'unité supérieure. J'achète un pain à 1,60€. C'est ça. Les 40 centimes, enfin, je ne sais pas si on dit centimes en euros, mais les 40 centimes restants, pour arriver à l'unité supérieure, ils partent sur un compte où j'économise au fur et à mesure, chaque semaine, chaque mois, en Bitcoin. Et à quel moment est-ce que je peux les retirer ? Je peux les retirer à tout moment ? C'est ça. Alors juste pour rajouter une petite nuance, donc en fait vous allez faire tous vos achats du quotidien sur le compte bancaire que vous avez connecté à l'application, que ce soit vos dépenses par carte, vos factures, vos prélèvements, vos virements. Bitstack va arrondir toutes ces dépenses à l'euro supérieur. Ah, donc mes ordres permanents aussi ? Aussi. Ah ok, je pensais que c'était uniquement ce que je payais en magasin. Non, c'est ça. Quand vous connectez votre compte bancaire, disons LCL, Crédit Agricole, n'importe quelle banque française ou européenne pour ceux qui se rejoignent dans d'autres pays, on a des utilisateurs belges qu'on salue, néerlandais et autres. Sur cette banque, toutes les dépenses qui vont apparaître sur votre relevé bancaire, c'est celles que Bitstack va arrondir. Donc une facture EDF arrondie à l'euro supérieur. Donc 152,36 € va être arrondi à 153 €. Le pain au chocolat par carte, arrondi, etc. etc. Bitstack va créer une cagnotte dans l'application. Donc pour ceux qui s'inscrivent, ils le verront, il y a une cagnotte une fois que l'arrondi est activé où tous les centimes vont s'accumuler tout au long de la semaine. Et en fin de semaine, Bitstack va prélever le mode de paiement que l'utilisateur aura enregistré dans l'application. Donc généralement, les gens ajoutent une carte, donc sa carte LCL ou sa carte Crédit Agricole. Et Bitstack va prélever cette carte pour le total des arrondis de la semaine. Et c'est à ce moment-là que tous les arrondis sont convertis automatiquement en Bitcoin. Ok. Et donc, je peux faire ça en tant que particulier, mais là, je viens d'avoir une idée. En tant que société, je peux aussi le faire ? Pas encore. Alors aujourd'hui, comme les régulateurs le disent, on rentre en relation qu'avec des personnes physiques. Donc c'est des individus, des particuliers. D'un point de vue réglementaire, on est enregistré pour pouvoir aussi fournir ces services-là à des sociétés, donc des personnes morales.
mais c'est pas encore le cas aujourd'hui pour nous. C'est peut-être quelque chose sur lequel on travaille, mais qu'on annoncera un petit peu plus tard. Okay. Ouais, donc l'application permet finalement d'investir. Donc, si c'est l'euro supérieur, c'est évidemment quelques centimes, quelques dizaines de centimes. C'est ça. Donc, c'est très indolore, effectivement. Je comprends le principe. L'idée, c'est qu'on fait toutes les dépenses quotidiennement. On achète plusieurs choses par jour, on va dire. Et donc, à la fin du mois, ça peut représenter quand même une véritable somme. Et à la fin de l'année, carrément. Donc, ça devient un véritable investissement. Au bout de quelques mois, on peut se dire, tiens, j'ai vraiment ouvert un portefeuille d'investissement en Bitcoin, finalement, de manière presque invisible, finalement, non palpable, alors qu'à la fin de l'année, on voit que c'est concret. Et on rentre aussi dans ce monde des crypto-monnaies. Avec alors au niveau du wallet, donc j'ai bien compris que vous hébergez un wallet Web3, parce que nous dans ce podcast, à chaque fois on explique en long, en large et en travers que le wallet, le portefeuille digital, c'est la clé de voûte, la pierre angulaire du Web3, donc c'est très important de comprendre ça. Et Bitstack évidemment crée un wallet pour chacun de nous, chacun des clients. Est-ce que à terme il y a possibilité donc de récupérer ces bitcoins sur sa clé privée, sa clé Ledger? En plus en ce moment, il se trouve qu'on enregistre ce podcast malheureusement avec la faillite retentissante d'un grand exchange qui s'appelle FTX, où beaucoup de gens ont perdu leur crypto comme ça, hein. C'était hébergé sur une plateforme centralisée. Donc Bitstack, je sais que vous êtes très conscient de ça, très, très soucieux justement de cette décentralisation. C'est quelque chose dont concrètement je peux récupérer les bitcoins qui ont été achetés par vous. Exactement. Donc nous, pour encore une fois, dans une lignée de simplicité, on va proposer à l'utilisateur de conserver ses actifs pour son compte. Donc Bitstack, quand vous allez épargner avec nous, vos bitcoins sont détenus par Bitstack pour le compte de tiers, donc pour votre compte. Et détenus pas sur un exchange, dans un wallet. Dans un wallet, dans des coffres-forts numérisés qui sont des wallets que nous détenons, okay. Et que nous sécurisons pour vous. Ça, c'est pour la simplicité, puisque aujourd'hui, je trouve que c'est assez intéressant, on a regardé les chiffres de notre côté, plus de la moitié de nos utilisateurs sont des gens qui achètent du Bitcoin pour la première fois. Et donc cette notion de wallet, comme on l'a dit, ou de clé, ou de gestion de clés privées, est un concept qui est nouveau. Donc nous, par simplicité, on va proposer par défaut de le faire pour eux. Par contre, par cette souciance de cette importance de pouvoir sécuriser soi-même ses actifs, on permet déjà aujourd'hui à l'utilisateur de retirer ses Bitcoins. Donc très simplement, depuis l'application, l'utilisateur peut faire à n'importe quel moment et instantanément envoyer. Il envoie ses bitcoins sur un wallet externe, donc il peut scanner un code QR ou entrer une adresse bitcoin manuellement, et il va pouvoir les envoyer sur son propre wallet, sur un autre exchange, sur sa clé Ledger, sur sa clé Trésor, etc. Oui, ce qui est rassurant pour dire aux gens qu'on n'est pas attaché à Bitstack. Non, exactement. Et que vous êtes là une solution souple, quoi. C'est ça. Et en fait, il y a deux manières, c'est quand même important, parce que pour beaucoup, on nous le pose souvent la question, et nous, l'idée, c'était que l'argent, dans la globalité, soit accessible à tout moment. L'argent prend deux formes, donc chez nous, c'est du Bitcoin, donc les gens peuvent sécuriser eux-mêmes leur Bitcoin, mais c'est aussi important pour la plupart des gens de savoir qu'ils peuvent aussi vendre leur épargne en Bitcoin pour récupérer des euros à n'importe quel moment. Donc il y a deux options. Il y a soit je retire mes bitcoins, je les sécurise moi-même parce que je veux garder des bitcoins comme épargne, mais je veux moi en prendre possession et être gérant de cette responsabilité de la clé privée, ou je vends mon épargne en bitcoin, et là instantanément on convertit les bitcoins en euros et on effectue un virement bancaire sur le compte que vous nous avez fourni. Ouais, donc c'est encore plus rassurant. Oui, on peut se dire, ok, j'ai investi quelques mois en bitcoin. Si jamais le bitcoin monte un peu, ça veut dire qu'on a fait un petit bénéfice sur le bitcoin, une plus-value, et on peut récupérer cette plus-value au plus vite dès qu'on veut. Exactement. Ouais, okay. Ouais. Mais tu vois, ce qui est intéressant, c'est moi je suis dans le Web3, je connais la différence entre un exchange et un wallet, on va pas me l'expliquer. En revanche, quand j'ai mis ma carte de crédit sur cette application, je viens de me rendre compte en fait que je ne me suis même pas posé la question où étaient les bitcoins, parce que l'expérience utilisateur est tellement fluide, tellement c'est tellement je mets le pied dedans, alors que nous on investit en crypto, donc on n'est pas les clients cibles, on n'est pas ton cœur de cible. Mais ce qui est intéressant, c'est oui, si on va chercher des gens qui ne comprennent pas, on va les chercher facilement. Et il n'y a pas la question de l'inquiétude, oui, mais je les mets où mes cryptos, je les sécurise comment? Parce que comme c'est des sommes tout à fait infimes qui sont investies un petit peu tous les jours, on n'a pas ce sentiment de danger, de mise en danger. Et je trouve intéressant. Maintenant, effectivement, à un moment donné, si, je sais pas, dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, je vois le montant économisé qui grossit, alors là, je commence à me poser la question en disant, oui, mais attends, cet argent, il est où?
Et donc ça vient en second temps. C'est intéressant. C'est ça. Et nous, c'est exactement comme ça qu'on voit. En fait, comment on a créé BitStack et comment on a pensé l'expérience utilisateur de BitStack, tout simplement, on a regardé quelle était notre propre expérience à mon cofondateur et moi. Et moi, je me souviens, donc moi, mes premiers bitcoins, je les ai achetés en 2016. Je le cache pas, je les ai achetés sur Coinbase. Donc j'avais téléchargé Coinbase, j'avais acheté mes premiers bitcoins. À l'époque, j'avais aucune notion de je vais récupérer mes bitcoins, je vais les sécuriser moi-même sur mon propre wallet. C'est quoi un hot wallet, c'est quoi un cold wallet, il y a des wallets mobiles, il y a des wallets desktop, etc. Et du coup on s'est dit, pareil, si en France on veut vraiment être dans cette optique de démocratisation à un grand public, il faut qu'on puisse faire abstraction de tous ces concepts techniques. Donc quand on s'inscrit dans l'application, effectivement, en fait, on se rend pas compte qu'il y a toute cette complexité derrière. Et nous, comment on voit les choses, c'est de dire qu'en fait, petit à petit, comme moi je l'ai fait par la suite, effectivement, à force d'épargner, on se dit, bon, bah maintenant, il faut que je sécurise les choses moi-même. Bah, pareil, à l'utilisateur, on va introduire ces concepts petit à petit. Donc aujourd'hui, on le fait de manière très simple, encore une fois, parce qu'on peut juste parce qu'on prépare pas mal de choses, mais retirer ou vendre son épargne, ce qui a déjà pour nous été important d'avoir dès le premier jour. Mais à terme, pourquoi pas expliquer à l'utilisateur, est-ce que je veux avoir une solution, ce qu'on appelle non-custodial, peut-être directement dans l'application, ou d'avoir d'autres types de solutions. Ça veut dire que tu envoies des notifications au fur et à mesure que le portefeuille grossit, c'est ça ? Nous, on le fait pas aujourd'hui. Okay. Aujourd'hui, on a pas mal de petites annonces qui vont sortir bientôt, mais on pense qu'on a un rôle pédagogique et il y a une opportunité en fait d'avoir du contenu éducationnel par rapport à notre audience, puisqu'on s'en est rendu compte, encore une fois, c'est beaucoup de néophytes dans cet écosystème, donc on va expliquer ce genre de concept. Okay. Tout simplement, pourquoi, comme par exemple écrire un article sur comment sécuriser ses bitcoins, comment prendre possession et faire du self-custody, donc de conserver soi-même ses bitcoins pour en fait enlever ce risque de contrepartie. Parce que qu'est-ce qu'un contrepartie ? BitStack est un contrepartie. On est un tiers de confiance. C'est-à-dire quand vous laissez vos bitcoins chez nous, vous devez faire confiance à BitStack qu'on sécurise pour vous vos bitcoins. Donc en fait, on voit les choses en deux temps. Premier temps, c'est de dire effectivement, aujourd'hui, on est le tiers de confiance de milliers de personnes qui démarrent dans le milieu. Donc là, on a une responsabilité et nous, on prend ça très au sérieux. On l'a vu avec FTX. Donc on fait ce qu'on appelle du one-to-one, donc du 1 pour 1. Donc vous achetez un bitcoin chez nous, il y a un bitcoin conservé dans un coffre-fort. C'est ce qui vous permet en fait de le retirer ou de le vendre à n'importe quel moment. On est enregistré auprès de l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers en France, en tant que ce qu'ils appellent de prestataire de services sur actifs numériques, ce qui implique qu'il y a une supervision des autorités françaises financières sur justement le service de conservation d'actifs et on met en place toute une multitude de mesures techniques pour sécuriser vos actifs. Donc ça, c'est la responsabilité qu'on prend très au sérieux parce qu'on est devenu ce tiers de confiance. En revanche, on veut quand même prôner à nos utilisateurs et les pousser à sécuriser eux-mêmes leur bitcoin, puisque comme moi je l'ai fait après plusieurs années, les gens commencent à avoir des connaissances plus avancées et là se disent je veux complètement mitiger ce risque-là, je veux qu'il, même s'il était proche de nul, devienne nul. Et là, je sécurise moi-même mes bitcoins. Ouais, mais c'est important que tu parles de ça parce que maintenant, il faut rassurer les gens après tout ce qu'ils lisent dans la presse. C'est ça. Et par exemple, FTX, qui est l'exchange qui a fait faillite, dont tu viens de parler, dont on a beaucoup parlé, n'avait pas cet agrément PSAN en France, par Exactement. exemple. Et vous avez l'agrément PSAN, donc vous êtes régi par des lois françaises avec de la sécurité à tous les niveaux, vous devez fournir des rapports, etc. Enfin, vous êtes ultra surveillé. Et tant mieux, c'est rassurant. Donc vous êtes PSAN, je sais qu'il y a certaines autres sociétés, mais il n'y en a pas tellement en France, c'est vraiment assez nouveau. C'est nouveau depuis... et alors pour la petite nuance, parce que les régulateurs y portent beaucoup d'importance, on est enregistré PSAN et pas agréé PSAN, puisque c'est une nuance... c'est quoi la nuance ? Ouais, alors c'est quoi la nuance ? L'enregistrement est aujourd'hui obligatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les sociétés qui fournissent des services, il y en a quelques-uns, mais il y en a deux qui sont importants, c'est ce qu'ils appellent l'échange d'une monnaie ayant un cours légal, donc de l'euro, à un actif numérique, donc les régulateurs appellent ça des actifs numériques, donc les cryptoactifs. Ça, c'est le premier service. Et le deuxième service, c'est donc la partie échange. Le deuxième service, c'est la conservation d'actifs numériques pour compte de tiers, donc le fait qu'on détient des bitcoins pour le compte de nos clients. Si vous fournissez un ou les deux de ces services, vous devez être enregistré. Depuis, c'est passé en 2019, c'est devenu obligatoire en 2020, et aujourd'hui, toutes les sociétés qui veulent toucher la cible française ou la population française doivent être enregistrées. L'agrément est un peu le niveau 2, si on peut dire ça comme ça, de l'enregistrement. Il y a des mesures encore plus avancées, mais aujourd'hui, il n'y a aucune société agréée en France. Ah ouais. PSAN. Il y a par contre environ, si je dis pas de bêtises, on est presque à 60 sociétés enregistrées. Nous, on était le numéro 27.
Et les régulateurs aujourd'hui poussent sur l'agrément parce que l'agrément est un peu le niveau 2, si on peut simplifier comme ça, pour la protection des consommateurs. Oui, parce qu'il faut bien que les gens comprennent qu'un exchange, un échange, c'est vraiment comme un agent de change. Comme une banque. Alors je dirais même plus à l'aéroport, quand on arrive dans un pays étranger et qu'on a besoin de changer son argent, on donne des euros, on reçoit des dollars australiens, j'en sais rien, et puis basta, et on s'en va avec son argent. Et en principe, un échange crypto, ça devrait être ça. On lui donne des euros, il nous donne des bitcoins, au revoir et merci, on récupère vite ses bitcoins, etc. Donc tu as raison de dire, il y a quand même 2 niveaux. Il y a un premier niveau où on a le droit de changer des euros en bitcoin, donc ça vous l'avez. Et puis il y a un deuxième niveau qui est non seulement on a changé vos euros en bitcoin, mais on les garde, vos bitcoins, pour vous, pour 2 raisons. D'abord parce que vous devez avoir un peu d'éducation informatique à ça, donc comprendre qu'il vous faut télécharger un wallet pour les récupérer, comprendre ce que c'est que de la monnaie digitale, vraiment sur une blockchain. Ça aussi, c'est des concepts très nouveaux. Et donc, vous accompagnez les gens pas à pas. Et finalement, j'aime bien l'idée qu'il y a 2 choses que vous faites. Vous accompagnez les gens dans l'éducation à ça, et vous accompagnez dans le DCA, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le dollar cost average. Avec Claudia, on a fait un épisode là-dessus sur le DCA. Vous achetez petit à petit vos bitcoins au cours du jour. Mais pas que petit à petit. C'est ça. Systématique, de façon automatisée, enfin oui, c'est régulier. C'est ça. La définition du DCA, c'est des investissements échelonnés dans le temps pour vraiment lisser le prix d'achat moyen du Bitcoin. C'est le principe du livret d'épargne comme on avait avant à la banque, ça qu'on a toujours d'ailleurs. Et il s'avère que le Bitcoin étant un actif finalement quand même volatile, on va pas se mentir, mais qui a une tendance haussière sur le long terme, le DCA est finalement avantageux sur ce type d'actif. Parce qu'au lieu de se dire, aujourd'hui, le Bitcoin est à, je dis n'importe quoi, il tourne autour des 16 000, 17 000 euros, ou plutôt 16 000 aujourd'hui, je rentre à 16 000 euros avec une incertitude, si demain il est à 15 000, il va continuer à baisser, ou s'il va monter, et à la place, je vais dire, j'ai 1 000 euros à investir, je vais investir 100 euros tous les mois pendant 10 mois. Et comme ça, je vais acheter à 16 000, demain il tombe à 15 000, la semaine suivante, je rachète 100 euros, ou 10 euros. La semaine suivante, il remonte, je rachète. Et en fait, tout ça de manière automatique pour avoir un prix moyen, de venir vraiment lisser ce point d'entrée et à profiter finalement de la tendance long terme. Ce qui veut dire que Bitstack, aujourd'hui, si j'ai fait mes courses aujourd'hui, je vous ai donné quelques centimes à Bitstack, vous achetez le Bitcoin aujourd'hui, puis demain vous l'achetez demain donc. Alors non, parce qu'on fait cette cagnotte dont on parlait plus tôt, où en fait on convertit la somme des arrondis une fois par semaine. C'est une fois par semaine. Donc l'arrondi, la fonctionnalité de l'arrondi automatique est un DCA hebdomadaire. C'est comme si on investissait un montant invariable qui va tourner. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, parce qu'on parlait, je trouve qu'il est toujours intéressant, les gens nous disent ouais mais l'arrondi c'est des petits centimes, ça représente rien. J'ai des petites statistiques à partager. Aujourd'hui, un utilisateur moyen chez Bitstack qui utilise l'arrondi automatique épargne entre 10 et 15 euros par semaine. Donc déjà, l'arrondi, ça s'accumule, puisque les gens font quand même pas mal de transactions sur leur compte bancaire principal. 10 à 15 euros par semaine, c'est entre 40 et 60 euros par mois. Ça fait presque 650 euros par an. Donc on peut déjà se financer un beau voyage, les cadeaux de Noël, etc. Donc ça représente quelque chose. Mais en plus, on l'a un petit peu mentionné plus tôt, Bitstack ne fait pas que l'arrondi automatique, on a aussi l'achat récurrent classique, nous on le définit par l'achat récurrent classique, qui peut se programmer directement depuis l'application, en complément ou à la place de l'arrondi automatique, pour faire des investissements échelonnés toutes les semaines, toutes les 2 semaines ou tous les mois. Et là, l'utilisateur peut avoir un montant prédéfini. Donc si l'utilisateur se dit moi j'ai pas envie de faire de l'indolore, en fait je sais combien je peux épargner toutes les semaines, c'est 50 euros. Là l'utilisateur peut dire dans l'application je mets 50 euros toutes les semaines ou tous les mois, et l'application prélèvera l'utilisateur et investira en Bitcoin automatiquement. Tiens, puisqu'on est sur les statistiques, c'est intéressant sur les centimes, effectivement on était loin d'imaginer, moi aussi. Ça représente quelque chose. Ça représente 600 euros par an, enfin, c'est une vraie somme quoi. Ouais, moi il y a des semaines, la plus grosse semaine c'était 39 euros. Voilà, ça s'accumule. Sachant que, et petite parenthèse, en fait on a voulu un petit peu rendre ça encore plus ludique, et peut-être que du coup toi Claudia tu l'as vu, mais pour ceux qui nous écoutent, on peut ajouter le multiplicateur d'arrondi. Ah oui. Alors qu'est-ce que le multiplicateur d'arrondi ? Le multiplicateur d'arrondi, c'était de se dire, pour ceux qui dépensent peut-être moins, ou qui ont une capacité d'épargne beaucoup plus importante que 10, 15, 20 euros par semaine, je peux booster mes arrondis en disant je les multiplie. Donc on va prendre un exemple très concret, j'achète un café de 2,60 €. Bitstack va l'arrondir à 3 €, ça fait 40 centimes de petite monnaie. Là si on se dit que je veux épargner encore plus, on peut faire un multiplicateur x2. Donc là Bitstack, au lieu d'investir 40 centimes, Bitstack va arrondir 80 centimes. Et on propose dans l'application aujourd'hui multiplicateur x1, donc classique, x2, x5 ou x10.
x10, ça ferait 4 € sur un achat de 2,60 €. Et on a beaucoup d'utilisateurs qui, dès qu'ils sont plus à l'aise, en fait, se mettent à ajouter des multiplicateurs pour investir. On les appelle les degen, ceux qui vont ça, les degen. Peut-être. Ou ceux qui sont vraiment convaincus sur l'épargne en Bitcoin. Oui, mais par exemple, je parle de mon cas. Moi, ce que j'aime, c'est que c'est indolore, incolore, invisible. C'est ça. Et donc, je préfère mettre un DCA, donc dire, ok, au lieu de mettre, je sais pas, je raconte n'importe quoi, 20 € par mois, je vais augmenter, je vais mettre 100 € par mois, mais l'arrondi, pour moi, il doit être invisible. Et donc, je trouve que cet argument qui fait que ça change rien à ta vie, c'est comme si demain, on était un peu plus en inflation et que ton pain, au lieu de le payer en 80, tu le payes à 2 €. Tu le vois pas. Et j'aime bien cette idée-là. Et moi, c'est comme ça que quand je donne des formations et que j'explique les différentes méthodes d'investissement, je parle de Bitstack, je leur dis, c'est invisible. En fait, c'est efficace sur le long terme, ça lisse le risque, mais vous ne le sentez pas passer. Et on pourrait le dire en français, donc DCA, qui veut le dire en anglais Dollar Cost Average, tu dis qu'il y a un terme français que j'aime bien, investissement progressif. Ouais, c'est un investissement récurrent, c'est des placements échelonnés. Récurrent et progressif. C'est ça. En termes de statistiques, tu dis qu'il y a déjà, l'application peut être downloadée, alors en France évidemment, c'est le premier pays, mais il y a eu Belgique, il y a les Pays-Bas. Ça représente combien d'utilisateurs? C'est public ça, le chiffre de clients? Ouais, aujourd'hui on peut parler de plus de 10 000 comptes ouverts. Quand même. Sachant que, pour ceux qui nous écoutent, on a lancé l'application sur les stores, donc le Google Play Store et l'Apple Store, seulement en juillet de cette année. Donc depuis juillet, on a ouvert plus de 10 000 comptes. Et aujourd'hui, on a fait plus d'1,5 million d'épargne en Bitcoin. Magnifique. Et ils viennent d'où les clients? Ils viennent d'où? Alors ils viennent d'où? Aujourd'hui, vu qu'il y a une partie en fait réglementaire qui est sur toute l'Europe, donc pour ceux qui s'intéressent à la partie réglementaire, pour expliquer très simplement comment ça se passe aujourd'hui, en Europe, chaque pays a son propre cadre réglementaire. Donc la France, on a parlé plutôt du PSAN, chaque pays en fait va avoir l'équivalent du PSAN. Donc une société qui veut aller cibler la population locale va devoir s'enregistrer dans chaque pays en Europe. C'est un peu le problème de cette fragmentation de l'Europe. Mais les régulateurs aujourd'hui, on entend beaucoup parler du fameux MiCA, qui va être cette licence standardisée européenne. Donc dans un monde post-MiCA, on n'aura qu'une seule licence pour aller sur toute l'Europe. Aujourd'hui, vu que ce n'est pas le cas et que nous sommes enregistrés seulement en France, 95% de nos utilisateurs sont français, puisqu'en fait on ne peut pas aller cibler des utilisateurs en Belgique. Par contre, on a des utilisateurs belges qui tombent sur notre site et qui s'enregistrent eux-mêmes. Ça, c'est ok. Oui, mais avec une carte belge. Et là, ils connectent un compte bancaire belge et ils me payent avec une carte belge, effectivement. Okay, donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu ne peux pas prospecter des Belges. Exactement, c'est là où on tombe dans le cadre réglementaire local. C'est pour prospecter, il faut être enregistré dans le pays. Ouais, c'est très intéressant que tu parles de MiCA. Mais attends, parce que prospecter, ça veut dire faire du marketing. Exactement. Donc travailler avec des influenceurs, faire des pubs, rédiger du contenu qui cible cette population, tout ça va demander à la société d'être enregistrée. Alors une question qui soulève, c'est mais pourquoi il y a plein de sociétés qui ne sont pas enregistrées? C'est un des problèmes. C'est ce que les régulateurs essaient de résoudre, c'est au fait de ne pas avoir des sociétés étrangères qui viennent, qui ciblent la population locale sans être enregistrées et donc sans respecter les lois. On retrouve c'est le problème éternel d'Internet. Ça fait déjà 20 ans que le problème c'est que le site web il peut être hébergé n'importe où et finalement tout le monde peut tomber sur un site web hébergé aux Bahamas. Sauf que c'est en théorie interdit, mais... C'est ça, après c'est le flou un petit peu gris entre je prospecte ou je prospecte pas, comme des sociétés, pas besoin de les nommer, mais étrangères, les grandes sociétés qui sont pas enregistrées en Europe, mais qui ont beaucoup d'utilisateurs en Europe. Parce qu'ils ont un site en anglais ou un site en français, et on tombe dessus, on s'enregistre. Mais bon, nous on est là pour parler aux gens, pour leur donner de l'information, et c'est très bien que tu parles de MiCA ou de la réglementation. Nous on explique aussi, il faut que vous sachiez, avant de confier mettre votre argent dans les crypto-monnaies, surveiller, vérifier que l'entreprise qui vous prend vos euros soit enregistrée, soit réglementée. Surtout que PSAN, il suffit de taper PSAN sur Google, PSAN. En fait, l'avantage, c'est que ça, je trouve ça quand même assez bien des régulateurs de l'avoir mis en place. Le site de l'AMF en soi a une liste blanche. L'autorité des marchés financiers. L'autorité des marchés financiers, on tape AMF, liste des PSAN, et l'AMF fournit une liste dans laquelle on va retrouver Bitstack, dans laquelle on va retrouver d'autres sociétés. Non mais c'est très bien de dire ça, c'est super simple. Déjà commencer par ça. Et les gens ne le savent pas, mais c'est une façon en fait très simple de vérifier qu'on est sur une plateforme fiable, en fait, une plateforme qui va respecter les lois des régulateurs. Mais j'ai une question, FTX.
ils n'étaient pas réglementés? Ben non, pas Parce en qu'ils France. travaillaient avec les régulateurs. Ils travaillent avec les régulateurs américains, Ouais. Ouais. pas européens, donc bon, il y a toujours cet enjeu-là. Mais c'est un débat dans la communauté aujourd'hui de dire FTX qui était quand même très proche même des politiciens, des régulateurs, et finalement FTX est tombé aujourd'hui, est insolvable. Bon, il y a d'autres raisons. Je pense que nous, ce qu'on invite aussi les utilisateurs à comprendre, dans tous les cas, pour ceux qui veulent mitiger complètement le risque, sécurisez vos bitcoins vous-même. Achetez, utilisez Bitstack pour épargner de manière récurrente et une fois par mois par exemple, ou enfin quand ça vous arrange, retirez vos bitcoins et sécurisez-les vous-même sur votre propre wallet. Ou bien, si vraiment c'est trop technique pour vous, trop avancé et que vous voulez complètement déléguer cette responsabilité à un tiers de confiance, du coup, assurez-vous que ce tiers de confiance soit de confiance. Ouais. Donc, Mais- checkez le PSAN, checkez les politiques de la société, parce que même des PSAN, il y en a qui vont offrir beaucoup de produits de rendement sur l'épargne. On n'en parle pas souvent, mais des produits de rendement, c'est ultra attractif côté consommateur parce que on va vous dire, je vous offre 5% de rendement mensuel sur votre épargne en Bitcoin ou sur vos actifs crypto. Mais la société souvent ne communique très peu sur comment le rendement est généré. Et comment le rendement est généré? Parce que vos actifs sont prêtés, en fait comme le font les banques aujourd'hui. Vous déposez de l'argent en banque ou vous déposez de l'argent sur ces sociétés de crypto qui vous offrent du yield ou du rendement. En fait, ces actifs sont prêtés à des acteurs tierces. Mais ces acteurs tierces, ils peuvent faire défaut sur le prêt. Donc la société, en fait, a une dette envers vous, puisque vous leur avez donné vos bitcoins. Et ensuite, eux, ils donnent vos bitcoins à encore quelqu'un d'autre. Et ces gens investissent, convertissent vos bitcoins en plein de crypto-actifs pour aller chercher ce rendement qu'ils vous promettent. Mais comme FTX, le jour où vous dites ça y est, je veux retirer, ah ben non, en fait, on les a plus. Maintenant, il faut que j'aille contacter cet acteur tierce à qui nous-mêmes on a prêté les bitcoins. Peut-être qu'ils font défaut. Donc, regardez, vérifiez les politiques de la société. Chez Bitstack, aujourd'hui, on l'a écrit dans nos termes, mais on s'est engagé aussi à faire ce qu'on appelle de la preuve de réserve. Donc, on ne le fait pas encore, mais on l'annoncera dans les prochains mois pour vous prouver qu'un bitcoin acheté chez nous, c'est un bitcoin qui ne bouge pas. Si vous ne nous donnez pas votre consentement, on ne touche pas votre bitcoin parce que nous, on fait partie de ceux qui pensent que votre argent est votre argent. Et si on revient à l'expérience utilisateur, et en parallèle avec ce qui se passe pour le moment où il y a une grande perte de confiance, les gens, qui soient dans l'écosystème, qui soient pas, la confiance est ébranlée, est-ce que c'est pas une solution de... En tout cas, moi, c'est un message qui me parlerait, de me dire, Claudia, on a fait un partenariat avec Ledger, si tu as une clé Ledger, systématiquement, une fois tous les trimestres, ton économie, si tu valides, ça bascule sur ta Ledger. Parce que ce qui est chouette, c'est l'automatisation. Je ne dois pas y penser. Ça se fait, et donc là tu m'amènes de la sécurité et donc de la confiance, et donc peut-être que je vais augmenter mon arrondi à x2 ou x4 ou peut-être je vais augmenter mon DCA. Plus tu vas amener de la confiance, plus je vais prendre de risques en fait. Et ça, c'est des choses à envisager éventuellement. Ouais, pareil, que ce soit Ledger ou autre, on regarde. Alors, ça s'avère que Ledger, beaucoup d'utilisateurs Ledger, donc on nous le demande souvent. Encore une fois, nous aujourd'hui, on voulait prioriser le fait que ça soit possible à n'importe quel moment de retirer ses bitcoins pour que ça soit là dès le premier jour. Ouais. Aujourd'hui, la partie automatisation, c'est un peu la prochaine étape, on nous le demande beaucoup. Ce que je peux dire, c'est qu'on travaille dessus. Puisque nous aussi, on est pour que les gens sécurisent eux-mêmes leurs bitcoins. Et en fait, utilise Bitstack pour la partie épargne récurrente, puisque c'est là où nous, c'est notre proposition de valeur. La proposition de valeur d'un ledger, c'est de sécuriser vos bitcoins. Donc, de pouvoir potentiellement travailler avec eux, c'est pas impossible. Oui, parce que pour le modèle économique, pour que les gens comprennent aussi pourquoi vous êtes favorable au fait que les gens récupèrent leur bitcoin, c'est que vous n'avez rien à gagner au fait de stocker les bitcoins. En fait, c'est même pas on gagne rien, ça nous coûte. C'est même ça vous coûte. Parce que ça veut dire avoir une équipe derrière qui s'assure de la sécurité de nos systèmes. Ça veut dire que il y a un coût aussi à conserver des actifs qui commencent à prendre la valeur. On parle de plusieurs millions d'euros aujourd'hui équivalents en bitcoin. Donc c'est comme on dit en anglais, c'est un liability, c'est une dette entre guillemets, c'est un coût. C'est un fardeau à porter, si on peut dire ça comme ça. Nous, on le fait parce qu'on pense qu'aujourd'hui, les gens, pour démarrer, en fait, veulent avoir un tiers de confiance. Ouais. Mais c'est vrai que si on peut continuer dans notre rôle éducationnel de dire, ben voilà, la prochaine étape, c'est de vous-même les sécuriser, ça va dans notre ligne. Alors, donc vous gagnez votre argent parce que vous prenez une commission sur l'échange entre l'euro et le bitcoin de, je crois, 2%. C'est ça, 1,99, mais c'est ça, presque 2%. Donc sur 100 euros épargnés en bitcoin, on va facturer 2 euros.
1,99€. Et tu parlais de tes cibles, tu parlais de donc c'est curieux, c'est crypto-curieux. Les crypto-curieux, on les appelle. Oui. Donc j'imagine que tu as de la data évidemment, mais j'imagine qu'il y a aussi, moi je sais qu'en tant que consommatrice, je vous ai envoyé plusieurs mails, vous avez répondu, je trouvais ça aussi très rassurant d'avoir quelqu'un qui répond, pas comme quand vous avez un problème sur Mailchimp, où il faut passer 12 heures à contacter quelqu'un. Et donc, ils vous remontent quoi en fait ils sont arrivés comment chez vous en fait? Alors, un de nos plus gros leviers d'acquisition, c'est le parrainage. Et encore pas surprenant, on a évoqué pas mal de choses déjà tout à l'heure. En fait, ce qu'on a réalisé chez Bitstack, c'était qu'il y a les crypto-curieux, mais il y a aussi une grosse communauté de crypto-enthousiastes qui sont dans la crypto depuis un petit moment. Et ces personnes-là, donc comme moi, entre guillemets, qui suit depuis plusieurs années maintenant, ça fait un petit moment qu'on essaie d'embarquer sa famille, ses amis, qu'on leur parle du Bitcoin, qu'on leur dise il faudrait que tu achètes du Bitcoin, etc. Et tu sais si ça anime les dîners du dimanche, les dîners du dimanche, les fêtes de Noël, etc. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, en fait, pour ces crypto-curieux, en fait, nous, en tant que crypto-enthousiastes, on essaie de les embarquer, mais ces personnes-là, en fait, avaient du mal à faire le premier pas, voilà, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Ça fait peur, c'est opaque, c'est complexe, je sais pas combien mettre, je sais pas quel actif acheter, etc. Et on pense qu'on a un pari réussi dans le sens où on a créé une proposition de valeur qui est tellement simple, qui est indolore. L'arrondi, ça parle, c'est ludique. En France, on connaît l'arrondi à la caisse caritatif, donc les gens, en fait, s'y retrouvent. Et c'est une manière un peu de démarrer dans le Bitcoin avec des petits montants aussi. Il y a une partie de je minimise le risque. Cette proposition de valeur, elle a parlé, et en fait cette communauté de crypto-curieux a commencé à parler de Bitstack comme la façon par laquelle elles allaient embarquer leurs amis et leurs familles. Donc aujourd'hui on voit souvent des gens qui sont un peu plus avancés dans le monde du Bitcoin et de la crypto, qui en fait, on le voit quand on les sonde et quand on leur parle, amènent leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, leurs cousins, et on a souvent en fait la famille entière qui se met sur Bitstack. Donc ça c'est notre levier d'acquisition numéro 1. Ah oui, donc les micro-ambassadeurs, quoi. On a des micro-ambassadeurs. Est-ce que tu as une segmentation en termes d'âge, par exemple, en termes hommes-femmes, en termes urbains, citadins, ou est-ce que Absolument. On a alors en fait, c'est intéressant et je peux même parler âge, mais aussi occupation, parce que bon, pour répondre aux exigences réglementaires, on demande aussi la profession de la personne dans le parcours d'inscription. Ce qu'on retrouve le plus, ça va être les 25-35 ans. Mais comme notre proposition de valeur, encore une fois, est très grand public, ce qui est très intéressant, et moi je suis assez fier de toute l'équipe, c'est qu'on a du 18 ans, alors ça va pas moins que 18 ans parce qu'on peut ouvrir un compte que si on a 18 ans, mais on a du 18 ans à, je pense, si je dis pas de bêtises, notre utilisateur ou utilisatrice le plus vieux à plus de 70 ans. Et on en a plusieurs. Donc en fait on retrouve tout cet éventail de 18 à 70+, avec une grande majorité de 25-35 ans. Et pareil, côté profession, on a une grande majorité de quand même personnes qui sont assez avancées dans la tech. Donc on a beaucoup de gens qui travaillent en start-up ou qui travaillent pour des grandes boîtes tech, des cadres sup, parce que c'est des gens qui ont aussi quand même des capacités d'épargne plus importantes. Mais on retrouve du militaire, on retrouve des gens en profession libérale, on retrouve des étudiants, on retrouve des gens sans emploi, qui ont du mal à épargner et pour qui en fait la proposition de valeur de Bitstack est double. C'est à la fois je vous aide à épargner et en plus sur une épargne qui a une proposition de valeur intéressante, vu que Bitcoin c'est quoi? C'est 21 millions de Bitcoin et jamais plus, et donc on combat l'inflation. Donc on retrouve encore une fois cet éventail parce qu'on a une proposition de valeur très grand public et nous on est très fiers de ça. Ouais, intéressant. Rappelons que le Bitcoin est parti à $0. Il valait 0 il y a 13 ans. Exactement. Et il en vaut même aujourd'hui au pire du pire après tous les cracks successifs. 15 000 et quelques. 15 000 et quelques. Donc il a fait, en 10 ans, il a fait fois 15 000. Ce qui est juste une performance jamais vue dans l'histoire. C'est l'actif le plus performant des 10 dernières années, tout simplement. Tout simplement, oui. Donc si tout se passe comme prévu, il n'y a pas de raison que cet actif ne continue pas sa progression. Mais il faut être patient. Il faut être patient. Et je pense que c'est intéressant d'expliquer la proposition. En fait, nous, chez Bitstack, on a un enjeu qui est double. C'est d'expliquer la proposition de valeur de Bitcoin et de Bitstack. Parce qu'avant de pouvoir expliquer pourquoi Bitstack est intéressant, il faut quand même expliquer pourquoi Bitcoin est intéressant. Et ce qui est intéressant avec Bitcoin, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a réussi à créer une monnaie qui n'a pas d'entité centrale, qui est incensurable et qui a une émission monétaire, donc une politique monétaire fixe et prévisible. Et inflationniste. Alors, elle est inflationniste dans le sens où on émet des bitcoins
tous les 4 ans, enfin toutes les 10 minutes, avec une émission qui est divisée en 2 tous les 4 ans, pour atteindre les 21 millions. Une fois qu'on atteint 21 millions, enfin on va être infiniment proche de 21 millions pour les plus techniques, là on a une émission qui stagne. Donc on va atteindre 21 millions de bitcoin. Pourquoi ça c'est intéressant? Parce que comme tout est une question d'offre et de demande, l'offre elle est fixe et on a une demande croissante du bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui autour de la planète qui ont besoin d'une monnaie qui est gouvernée par aucune entité centrale, avec qui on a une garantie que personne va censurer sa transaction. Donc si je veux payer un ami, payer une entité économique parce qu'elle m'a rendu un service ou elle m'a vendu un produit, j'ai une garantie 100% que la transaction va passer. Et il y a des pays aussi pour lesquels il y a une inflation à plus de 2 chiffres, enfin on parle de la Turquie, le Zimbabwe, le Venezuela et le Liban, etc. Et donc pour eux en fait avoir un actif pour lequel en fait on ne pourra jamais dévaluer la monnaie, il y aura toujours 21 millions de bitcoin, il n'y a pas de gouvernement qui va dire bon on imprime la planche à billets, on la tourne à fond, mais ça c'est intéressant. Et donc si on est convaincu, on pense que ça c'est intéressant dans le monde entier, ben, on a l'équation qui est très simple, demande croissante pour cette nouvelle monnaie et une offre fixe, et donc vaut mieux en détenir, puisque ça s'apprécie dans le temps. Oui, et Bistack c'est forcément avec Bitcoin, ça ne sera jamais avec une autre crypto? Alors on a fait le choix d'être 100% Bitcoin, parce que pour nous Bitcoin est le seul actif aujourd'hui qui répond à ce besoin-là. On l'a vu d'ailleurs avec FTX qui émet son propre jeton natif FTT, avec plein de projets. Pour nous, ça c'est ce qu'on appelle des securities. Qu'est-ce que des securities? C'est des instruments financiers en fait, qui représentent finalement un investissement dans un projet, dans une société. Donc pas pour dire qu'ils sont bons ou mauvais, mais dans ce cas-là, en fait, on est dans le business de essayer de déterminer est-ce que ce projet a de la valeur, est-ce que l'équipe derrière est intéressante, et ça va beaucoup plus ressembler à de l'investissement dans des startups. Donc ultra spéculatif, ultra risqué. Bitcoin, ça n'a rien à voir. Bitcoin, c'est une monnaie pour laquelle il n'y a aucun gérant, il n'y a pas de PDG de Bitcoin. C'est une nouvelle monnaie qui a des caractéristiques qui sont les mêmes pour tout le monde. Les règles du jeu, comme moi j'aime bien dire, ne seront jamais changées. 21 millions de Bitcoin, ça c'est pareil pour tout le monde. Et les utilisateurs sont les propriétaires du réseau, enfin sont ceux qui forcent les règles du réseau. Et donc pour nous, Bitcoin, c'est sur quoi on veut, en fait c'est ce qu'on veut démocratiser, parce que Bitcoin pour nous a une vraie proportion de valeur qui a déjà été prouvée. Sur les 13 dernières années, c'est l'actif numéro 1, c'est un réseau qui est jamais tombé, il n'y a jamais eu de problème avec Bitcoin, qui répond à un besoin de millions de personnes autour de la planète. Donc on s'est focalisé sur Bitcoin, et c'est un réel actif d'épargne. Oui, c'est le seul, c'est la seule. D'ailleurs, c'est la toute première crypto-monnaie qui a jamais existé, qui a donné après l'idée de faire naître plein d'autres crypto-monnaies, et en plus c'est la seule qui soit la plus décentralisée. Elle est totalement unique, cette crypto Bitcoin, ça c'est vrai. Donc ce qu'on appelle vous êtes des maximalistes Bitcoin comme on dit. D'ailleurs, le Bitcoin on l'appelle maintenant l'or digital. Ce qui est intéressant parce qu'on voit bien que l'or, depuis des milliers d'années, on peut le garder dans un coffre, il aura toujours de la valeur, il en a toujours eu, il en aura à mon avis toujours. Et on imagine ça du Bitcoin en se disant, finalement on pourrait le garder même 10 ans, même 20 ans. Et progressivement la confiance pourrait s'installer dans le monde entier, et ça pourrait permettre à la fois d'échanger, donc ça pourrait devenir une monnaie comme ça l'est déjà au Salvador par exemple, mais ça pourrait devenir une monnaie refuge aussi, c'est-à-dire qu'une monnaie qui on estime ne pourrait jamais perdre tellement de valeur, puisqu'à un moment donné quand les 21 millions vont être minés, il n'y en aura plus d'autres en fait, il n'y aura jamais plus que 21 millions de bitcoin. C'est ça, la part du gâteau elle sera tout le temps la même. Donc si on a un bitcoin sur 21 millions, on aura toujours un bitcoin sur 21 millions. Moi je voudrais revenir sur la pratique. Tu disais qu'on ne peut pas avoir de compte avant 18 ans, c'est ça. Mais en tant que parent, est-ce que je peux ouvrir un compte Bistack pour mes enfants? Non. La réponse courte c'est non, malheureusement, parce que, et on nous le demande en fait, c'est une bonne question parce que c'est souvent les questions qu'on nous demande, en fait les personnes ne sont pas les seules à nous les demander. C'est pas possible d'ouvrir un compte au moins de 18 ans parce que le cadre réglementaire du PSAN l'impose. Maintenant, ouvrir un compte en tant que parent pour des mineurs, c'est un sujet qu'on essaie de creuser en fait, pour être totalement transparent, parce qu'on nous le demande beaucoup et que c'est intéressant d'un point de vue réglementaire. On peut le faire avec certaines banques, on peut le faire sur certaines plateformes, pour d'autres actifs ou d'autres comptes bancaires. Sur le Bitcoin, c'est pas que, sur les prestataires de services d'actifs numériques, sur les plateformes d'échange de crypto-monnaies, c'est pas clair. Donc on regarde. Après, ça reste une demande minoritaire, parce que la plupart des gens ouvrent des comptes pour eux-mêmes.
Ah bah moi je suis pas sûre parce que moi j'accompagne beaucoup de femmes sur la réflexion du monde dans lequel leurs enfants vont vivre, donc que vont-ils faire dans les métaverses, comment je peux les accompagner, les Z, les alphas. Et d'ailleurs hier j'étais encore avec une quinzaine de femmes qui étaient très intéressées pour acheter de la crypto, même s'il y en avait certaines qui en avaient déjà. Et en fait c'est souvent leur première question, c'est de dire tiens au fond est-ce que mon compte d'épargne actuel pour mes enfants, est-ce que je le ferai pas en Bitcoin? Et donc, elles pensent à sécuriser leurs enfants avant elles. Et je trouve ça intéressant. On a beaucoup de remarques là-dessus, Claudia. C'est vrai, sur les gens voudraient pérenniser leur investissement digital. Même les NFT, moi j'ai des gens qui me disent comment je pourrais transmettre les NFT que j'ai achetés à mes enfants. Il y a les fameuses capsules du temps, là, dont on a parlé, Ternoa, etc. Et donc, oui, Claudia, c'est vrai, on a ça, ce retour souvent, c'est je veux transmettre. Les femmes surtout. Mon digital, ce que j'ai en digital à mes enfants. C'est super intéressant et on nous le demande. Donc, dans tous les cas, c'est une demande qu'on a eue et nous, qu'on creuse. En fait, là où c'est compliqué d'un point de vue juridique, c'est de déterminer qui est le titulaire du compte. Donc là si on veut vraiment que son enfant soit le titulaire du compte, ça risque d'être compliqué. En revanche, il y a des solutions plus court-termistes qui seraient en fait, et c'est quelque chose qu'on creuse aussi en parallèle, qui serait de permettre de faire différentes poches d'épargne, enfin, ou différentes cagnottes d'épargne, où là, en fait, le titulaire du compte, d'un point de vue juridique, serait toujours la personne majeure, donc la mère ou le père, mais cette personne pourrait avoir des méthodes d'épargne qui seraient allouées à une cagnotte spécifique, qu'on pourrait nommer son enfant. Bah oui, un wallet spécifique. Voilà, un wallet spécifique. Oui, ou dans l'application, parce qu'encore une fois, le wallet, là, je suis déjà dans la technique. Donc, en tant qu'utilisateur, je me dis, je suis sur Bitstack, tiens, au fond, je peux pas ouvrir un compte Bitcoin de mes enfants, par contre, j'ai 3 enfants, donc je prends l'arrondi x1 pour moi, je fais un arrondi x4 et le 2, 3 et 4 part sur des comptes différents dans mon application Bitstack et je sais que le premier c'est pour Benjamin, le deuxième c'est pour Jérôme, le troisième c'est pour Jean-Marc. Exactement. Dans le cas où j'ai 3 fils. Et ça s'applique, et ce qui est intéressant c'est que cette fonctionnalité, si on peut l'appeler ça comme ça, s'applique à la fois pour de l'épargne pour ses enfants, mais en fait d'un point de vue plus global, c'est que les gens épargnent pour différents objectifs financiers dans la vie. Les vacances, les écoles, les études. Et en fait, on les connaît, on a beaucoup de sondages aujourd'hui qui disent les Français épargnent pourquoi. Et il y a à peu près 4-5 grandes thématiques. Le premier, c'est souvent financer un projet immobilier, c'est préparer l'avenir de ses enfants, comme on l'a dit, c'est préparer sa retraite, c'est aller en vacances, etc., etc. Et donc, on pourrait éventuellement envisager un monde où, dans Bitstack, on pourrait avoir différentes poches, différentes cagnottes, différents wallets comme on veut l'appeler, où les utilisateurs pourraient déterminer j'épargne pour cet objectif versus cet objectif et en fait pouvoir dissocier les fonds pour s'y retrouver plus simplement. Alors donc vous êtes des bitcoiners maximalistes, vous vous définissez comme ça? On peut nous définir comme bitcoin maximaliste, minimaliste, ce qu'on veut. Nous, en tout cas je parle pour moi, pour ma casquette personnelle, moi j'ai une conviction forte sur Bitcoin et effectivement je me considérais sceptique si on peut si on peut simplifier comme ça sur le reste. Voilà. Oui, non, mais il faut expliquer que maximaliste, quand on dit ça dans l'écosystème, on parle des bitcoiners en disant que parce que autour de Bitcoin, il y a bien plus que de la monnaie électronique, il y a bien plus que de la blockchain, il y a de la philosophie, il y a un parcours, des valeurs, il y a des valeurs, il y a toute une histoire de informatique aussi, électronique, etc. Il y a beaucoup de choses autour de cette crypto-monnaie. Et elle est totalement unique pour ça d'ailleurs. Mais ma question n'était pas anodine, hein. Vous m'avez coupé là. En fait, Alexandre se posait la question parce qu'on en a parlé en off et quand j'ai parlé de cette solution à plusieurs bitcoiners maximalistes qui m'ont dit non mais ça c'est anti-valeur bitcoin parce qu'ils ont accès à la data. Et donc la question c'était accès à notre compte en banque. Oui. Et donc à ce que je suis capable de dépenser, d'économiser et donc finalement beaucoup d'informations sur le consommateur. Et donc on en avait parlé en off mais c'est intéressant que tu l'expliques ici pour expliquer aux auditeurs. Cette data, en fait, vous en faites quoi ? Est-ce que vous l'analysez ? Est-ce que vous l'exploitez ? Est-ce que vous la segmentez ? Parce que finalement, on vient d'un monde où la blockchain prend tout son sens parce que notre data a été aussi surexploitée, survendue, surexposée, surexploitée. C'est une bonne question et encore une fois, on l'a entendu parce que c'est vrai qu'on a un peu cet inconvénient d'être à la fois on fait que du bitcoin et du coup potentiellement j'ai envie de dire on se met à dos certaines personnes qui voudraient voir un monde où Bitstack offre toutes les crypto-monnaies disponibles sur le marché, donc plus de 10 000
Et à la fois, on se penche côté plus bitcoiner maximaliste si on veut, mais à la fois pour certains bitcoiners, effectivement, on va se dire Bitstack conserve les bitcoins pour vous, Bitstack vous demande votre compte en banque, etc. Il y a deux choses. La première, sur la partie données très spécifiquement, il faut savoir que c'est quelque chose qui est encadré comme l'EPSAN, l'accès aux données financières. Ça s'appelle la loi DSP2, donc c'est la directive sur les services de paiement 2. Donc c'est la deuxième directive européenne sur les services de paiement qui en fait impose aux banques de mettre à disposition les données utilisateurs à des services tiers sous le consentement de l'utilisateur. Pourquoi ? Parce qu'en fait les banques jusqu'à il y a quelques années avaient une monopolie de toutes ces données-là. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que consommateur, c'était nos données, on n'y avait pas accès. Et en fait, suite à cette directive sur les services de paiement, en tant que consommateur, je peux imposer à ma banque de mettre à disposition ces données-là pour accéder à des produits ou des services financiers innovants sur l'analyse de mon crédit pour un projet, de faire des apps de budget pour savoir combien je dépense dans différentes catégories, ou sur Bitstack pour pouvoir avoir accès à l'arrondi comme méthodologie d'épargne. Donc c'est encadré, les régulateurs s'assurent qu'on respecte certaines exigences autour du traitement de ces données-là. Chez Bitstack, on s'est aussi engagé à les utiliser seulement pour le calcul de l'arrondi. Donc on ne vend pas, c'est écrit dans nos termes et conditions, on ne vend pas ces données à des parties tiers. On ne les analyse pas pour savoir ce que vous faites au quotidien. Et c'est quelque chose qui ne se fait que sous le consentement de l'utilisateur. Donc on a aussi des utilisateurs qu'on respecte totalement, qui ne veulent pas faire ça et qui font que du récurrent. Puisque sur le récurrent, on ne demande pas l'accès au compte bancaire. Vous allez seulement ajouter une carte bancaire sur laquelle on va vous prélever le montant défini toutes les semaines. Donc on laisse l'option, mais effectivement si on veut accéder à un service innovant comme l'arrondi automatique, on va devoir donner accès à ces données. Mais pour répondre aussi sur la partie un peu sceptique, pourquoi on fait que du Bitcoin, pareil, c'est pas parce qu'on fait du Bitcoin qu'on va se retrouver dans une pensée Bitcoin maximaliste, dans le sens où on va devoir forcer l'utilisateur à être dans un moule où l'utilisateur va devoir sécuriser ses bitcoins d'une certaine manière, ou va devoir les acheter sans donner son identité. Il faut savoir que ça, c'est des compétences qui sont quand même assez avancées. Donc nous, aujourd'hui, on s'est posé la question très concrètement, on s'est dit quelle est la priorité ? Est-ce que la priorité, c'est qu'on ait quelques personnes qui achètent du bitcoin en respectant toutes les règles, on va dire, du bitcoiner maximaliste qui sont bonnes, qui sont les meilleurs en tant que soi, ou est-ce qu'on peut se dire que potentiellement, si on fait quelques compromis, on peut avoir des millions de personnes qui se mettent à acheter du Bitcoin. Quelle est la priorité ? Et nous, chez Bitstack, on a fait le choix de se dire que la priorité, c'était d'abord détenir du Bitcoin pour en fait sortir du système financier existant et avoir ce qu'on disait plus tôt, un système par palier où les gens, au fur et à mesure qu'ils sont plus à l'aise avec les valeurs du Bitcoin, avec le système Bitcoin, se mettent à faire les bonnes pratiques, à implémenter les bonnes pratiques. Donc il y avait des compromis à faire. Et c'est ce genre de compromis. Très bien, c'est ce qu'on appelle l'onboarding dans l'écosystème, c'est-à-dire bienvenue à bord. Et pour qu'on vous accueille à bord de la sphère des crypto-monnaies, il faut bien vous aider, vous guider pas à pas. Merci beaucoup. Oui, c'était super. Alexandre, c'était vraiment très clair, très clair. Je pense que ça fait réfléchir sur un investissement facile et souple sur ces premiers bitcoins. Mais apparemment, je vois qu'il y a aussi des gens qui connaissent bien l'écosystème et qui utilisent aussi Bitstack. Donc, on peut retrouver Bitstack très facilement sur bitstack-app.com. Oui, sur je mettrai tous les liens. Voilà, on mettra les liens. Plus d'infos. Merci de nous avoir écoutés. Donc, nous avons un site web, comme vous le savez, qui s'appelle nftbusiness.tech, TECH, sur lequel vous allez pouvoir enregistrer votre adresse mail et recevoir notre newsletter et notre e-book gratuit sur la finance décentralisée. Oui, et d'ailleurs, pas que ça, nous donnons également des formations, beaucoup de formations, mais une formation pour faire le lien avec Bitstack, une formation pour vous aider justement à comprendre où se trouve votre argent, donc où se trouvent vos cryptos, parce qu'on est confronté à des tas de gens qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent sur un exchange, ils possèdent leurs cryptos, ce qui n'est pas du tout le cas. Et donc, on vous accompagne dans la création de votre premier wallet, l'achat de vos premiers cryptos, la compréhension des exchanges, la compréhension du cold wallet, donc de la clé Ledger, de comment transférer votre crypto d'un exchange à votre clé Ledger. Voilà, donc c'est vraiment les mains dans le cambouis, on vous accompagne, soit online, soit en physique. Alors en physique, il faut quand même mettre, c'est un petit groupe, oui, enfin, quoi qu'on a fait ça en one-to-one aussi, mais bon, du coup, c'est pas la même chose. Mais voilà, donc n'hésitez pas à nous appeler et on répondra à votre demande. On est assez flexible et on vous souhaite une très très bonne écoute.